Bonsoir, il est 18h45, merci de nous retrouver en direct dans le studio de Boursorama pour cette deuxième table ronde. Et déjà, cette dernière conférence, on arrive au bout de Bourse Live avec ce thème dont on a parlé pendant 2 jours, l'Europe. Et ce soir, on va se demander justement si, au-delà des préjugés, on innove ou on peut encore innover en Europe. Parce que vous connaissez peut-être la formule. Les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente. Alors, on va d'ailleurs en débattre ce soir. Championne l'Europe des textes réglementaires, des directives, des injonctions parfois un peu contradictoires ou encore capable de faire émerger l'économie de demain. C'est tout ça dont on va débattre ce soir. Est-ce que l'Europe innove? Comment peut-elle faire plus? Comment peut-elle faire mieux? Est-ce que les entreprises européennes ont conservé, elles aussi, leur centre d'innovation en Europe? Autant de questions abordées avec mes invités de cette table ronde, à commencer par Didier Borowski, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques chez Amundi Investment Institute. Bonsoir Didier. Bonsoir Laurent. À ses côtés, Guillaume Julien, directeur des relations investisseurs chez Groupe Michelin. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Laurent. Et un autre Guillaume pour nous accompagner, Guillaume Morelli, responsable du listing France, Portugal et Espagne chez Euronext. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Guillaume qu'on retrouve dans les émissions 100% Euronext où on va derrière les coulisses de la bourse. Didier, la formule là, que j'ai citée, ça vous inspire quoi? Moi ça m'inspire quand même une chose. Est-ce que finalement la meilleure preuve de la véracité ou en tout cas d'une certaine forme de vérité de cette formule, c'est pas le différentiel de performance des marchés européens et américains sur les dernières années, différentiel qui s'est accéléré, accentué de façon spectaculaire sur les dernières années. Mais on peut parler de l'année 2024 avec l'émergence de l'IA. Oui, alors c'est pas vrai cette année, mais ça on pourra en reparler. Mais on va en reparler, en effet. Oui. Et sur le plan de je pense que c'est l'absence de technologie, fondamentalement en Europe, qui a vraiment, dont la cote européenne a souffert. Donc l'absence d'innovation au cours des 2 dernières décennies. Donc, d'une certaine façon, l'Europe a loupé un train depuis une vingtaine d'années, celle de l'innovation de rupture, celle de la présence dans beaucoup de technologies. Alors ceci dit, je pense que maintenant il y a un consensus sur le fait que ceci est le produit d'un excès de réglementation. Je ne dis pas qu'il faut tout déréglementer, mais il y a eu un excès de réglementation qui était mal mise en place, mal comprise, un environnement trop complexe, dissuasif d'une certaine façon, du côté de l'innovation. Et ça s'est payé au prix fort par une innovation insuffisante, des investissements qui étaient très insuffisants. Et ça explique pour partie le résultat qu'on connaît. Bon, il y a aussi un vrai problème d'écosystème financier. On va reparler, mais l'écosystème financier n'est toujours pas suffisamment porteur. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup d'intelligence collective, les cerveaux sont là, le capital humain est là, la recherche scientifique est là, mais en termes d'écosystème, l'écosystème financier ne permettait pas, jusqu'à une période récente, de voir émerger des technologies de rupture en Europe, et c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui de changer. Donc pour ce qui est du passé, il y a du vrai dans cette phrase. Je pense que le taureau, depuis le rapport Draghi, les Européens comprennent qu'il faut, pour combler l'écart, ou espérer pouvoir combler l'écart dans les 20 ans qui viennent avec les États-Unis, il faut se mettre en route. Et donc, il y a plusieurs mesures à prendre. Des mesures à prendre du côté des marchés des capitaux, des mesures à prendre du côté de la réglementation pour simplifier la réglementation. Parce qu'un écosystème, c'est un ensemble de facteurs qui contribuent aux définitives, à l'innovation. Et ça passera d'une façon ou d'une autre par une accélération des programmes d'investissement aussi. Et de recherche-développement. Donc, je crois que tout va ensemble. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, articuler la recherche avec le financement et le marché des capitaux pour comprendre l'écart qui s'est creusé depuis 20 ans avec les États-Unis. Chez Euronext, bourse pan-européenne, vous les regardez les sociétés, vous les regardez se développer, rentrer en bourse, croître. Une question, pourquoi on n'a pas eu de GAFA européenne, Guillaume? Oui. Pour une fois, je ne suis absolument pas d'accord avec Didier. Ça commence est fort. remplie de champions d'innovation. On en a dans tous les domaines. Dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'énergie, dans la santé, dans le logiciel. Mais on n'a pas de GAFA. Chez Euronext, on a créé il y a 4 ans un segment pan-européen qui s'appelle Euronext Tech Leader et qui est justement d'abord destiné à centrer sur un segment unique, les champions de la tech européens. On en a 110, ils pèsent 800 milliards de valorisation boursière cumulée. C'est très significatif, c'est très important. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison, on n'a pas les 7 magnifiques. C'est 2 choses différentes. Apple, je crois que c'est 3 000 milliards. On n'a pas les 7 magnifiques. Et là où je rejoins mon ami Didier, parce que je suis souvent d'accord avec lui, c'est qu'on ne pourrait même pas avoir finalement un méta en Europe. Parce que notre manière d'appréhender la concurrence, elle se fait encore dans le monde d'avant. On a peut-être là aussi, la tech c'est un marché global. Les entreprises européennes
elle peut avoir des difficultés d'accès aux marchés locaux, mais en réalité, c'est des championnes du monde. ASML, c'est un champion du monde. Michelin, c'est un champion du monde. Amundi, c'est un champion du monde de l'épargne également. Je ne vais pas citer Euronext, mais on se débrouille pas si mal. Et la réalité, c'est qu'on se perçoit encore beaucoup trop dans notre concurrence du monde d'avant, alors qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est mondiale et que là aussi, il faut changer les règles pour qu'on puisse avoir des entreprises qui ont la taille suffisante pour aller concurrencer les géants américains, les géants asiatiques. Et là où je rejoins également, c'est que pour faire ça, pour avoir des GAFA, il faut qu'on arrive à mobiliser beaucoup plus d'argent que ce qu'on mobilise aujourd'hui. Mais le timing, il est bon, parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années, si tant est qu'on en avait besoin, qu'on a besoin d'augmenter le rendement de l'épargne des Européens pour faire face au vieillissement des populations, pour faire face à la transition énergétique, pour faire face à la transition climatique. Et on va y arriver en renforçant notre exposition aux entreprises de croissance. Peut-être sur les innovations de rupture, qu'on est moins présent. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations en Europe. On est très fort dans l'innovation verte, dans le secteur et on est même les numéros 1. Donc je crois qu'il n'y a pas à rougir sur la capacité d'innover. En revanche, sur les innovations de rupture, on était peut-être un peu à la traîne parce que les grands groupes avaient des puissances en termes de recherche-développement qui est beaucoup plus une puissance de tir d'une certaine façon beaucoup plus importante. Donc je crois qu'il y a quelque chose à regarder de près. Mais je crois que c'est vraiment la notion d'écosystème dont on parle souvent est vraiment fondamentale pour comprendre le retard. Ça ne vient pas uniquement d'un manque d'appétence, etc. Je pense qu'il y a aussi une mentalité, une absence de prise de risque aussi. Je pense, et ça vient vraiment aussi des financeurs. Une façon de se positionner face au risque n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis. C'est ces mentalités-là qu'il faut aujourd'hui bouger, parce que si on veut espérer exister dans ce monde multipolaire avec, on le voit, des tensions géopolitiques, une nécessité d'être davantage résilient, avec davantage d'autonomie stratégique, eh bien, il va falloir monter en puissance sur le plan technologique, parce qu'on n'est pas crédible à l'échelle internationale si on n'a pas un minimum de maîtrise des ruptures, des nouvelles technologies. Guillaume, vous vous retrouvez un petit peu dans ce premier dialogue entre Didier et Guillaume, notamment. Didier, il évoque qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a cette réglementation européenne qui parfois est contraignante, très contraignante, trop contraignante, une difficulté ou en tout cas un écosystème qui n'est pas le même. On voit quand même que des grandes entreprises arrivent à s'adapter, mieux que s'adapter, c'est le cas de Michelin. Quel est votre sentiment, vous, sur aujourd'hui la place de l'Europe justement dans cette compétition mondiale ? Alors, en fait, quand on parle de GAFAM ou de Magnificent Seven, on est vraiment sur la tech. En revanche, il y a de la technologie et de l'innovation partout. Ouais. Guillaume citait différents types d'activités. Michelin a construit et renforce son leadership par l'innovation en permanence. Et effectivement, nous, notre centre de recherche et développement, pour toute la partie recherche fondamentale, il est à Clermont-Ferrand et on a 3000 ingénieurs. Donc il est en Europe, il est en France. Il est en Europe, en France et pas à Paris. Donc on peut vraiment s'inscrire dans cette force d'innovation en étant en France, en attirant les talents, et on reviendra sur les atouts de l'Europe pour attirer les talents, sur les éléments les plus pointus. Vous parlez d'innovation de rupture. On peut faire de l'innovation de rupture en Europe et en France. Il faut que vous nous parliez d'ailleurs, Guillaume, du shift qu'est en train de faire Michelin. Michelin, on le connaît, spécialiste du pneu. On a tous des pneus Michelin sur nos voitures, sur nos vélos, sur les avions de ligne qu'on emprunte. Mais il y a cette spécialisation vers les polymères, les matériaux. Et là, il y a un marché qui s'ouvre et qui est vraiment un marché d'innovation. Alors, je vais jargonner un peu, excusez-moi. Allez-y, on y va. Les polymères composite solutions, c'est-à-dire des solutions de polymères composites. Ça ne va pas vous évoquer grand-chose si je vous en parle comme ça, ex abrupto. Considérez que le pneu, c'est le composite ultime à base de polymères. Vous avez 200 ingrédients différents dans le pneu qui sont assemblés, qui sont transformés, certains souples, certains rigides, avec un process en plusieurs étapes, avec de la chimie fine. Et le tout pour arriver à quelque chose qui semble noir et rond, mais qui est en fait concentré de technologie. Qui est beaucoup plus complexe. Absolument. Et en fait, pour arriver et pour devenir en 135 ans leader mondial du pneu, en fait, on a développé un nombre de savoir-faire extrêmement pointus qui vont de la science profonde des matériaux jusqu'à une technicité sur le procédé et ensuite la capacité d'industrialiser à l'échelle partout dans le monde avec des niveaux de qualité extrêmes. Et on s'aperçoit que
ces compétences uniques, elles sont applicables et déployables sur des marchés adjacents. On peut en fait utiliser notre puissance d'innovation et de R&D pour l'appliquer à des marchés qui vont être des applications très techniques en termes de joints, qui sont soumis à des très fortes pressions ou conditions, en termes de courroies de transmission, en termes de tissus textiles ou de tissus techniques. Les applications vont du médical jusqu'à l'aéronautique en passant par différentes applications critiques industrielles. Critiques dans le sens où si ça ne répond pas à ce à quoi c'est prévu, ça pénalise tout un équipement. Oui. Et là, ça détruit la performance opérationnelle. Et donc Michelin, effectivement, est en train d'accélérer là-dessus. Et la réglementation, Guillaume, ça vous bloque, ça vous empêche d'innover suffisamment vite ou c'est finalement un critère d'exigence qui vous rend encore meilleur? Parce qu'on en parle rarement comme ça. Mais... En fait, on a beaucoup parlé des côtés négatifs là, tout à l'heure, ou depuis le début, de la réglementation européenne. En réalité, il y a deux façons de le voir. Pour nous, pour faire progresser la société, il est nécessaire d'avoir de la réglementation qui va forcer l'innovation en ce sens. Nous, dans notre ADN, il s'agit toujours de produire des pneus de plus en plus performants. On pense à la sécurité de l'utilisateur, on pense à la qualité du pneu, on pense à son impact sur l'environnement. Et donc tout ce qui va dans ce sens, nous on y est favorable. Et comme on est leader d'industrie, on va même aller s'associer avec des concurrents à chaque fois qu'il le faut, les premiums généralement, pour forcer et relever la barre et de sorte à ce que ça bénéficie à la société. Bon. Donc pour nous, il y a un côté très vertueux. Oui. Après, il ne faut pas réglementer n'importe comment. C'est ça, c'est l'excès de réglementation. Voilà. Donc ça reste lisible, peut-être stable aussi, alors, une certaine forme de stabilité dans la durée, c'est fondamental, oui, parce que l'innovation, elle s'inscrit dans la durée. Oui. Et donc, il n'y a rien de pire que le stop and go. Oui. Et lorsque nous, dans notre domaine, alors, on n'est pas automobile. Nous, on ne se définit pas du tout comme automobile, c'est beaucoup plus large. Les marchés dont on parlait, c'est 300 milliards. Et on va chercher des niches sur à peu près 50 sur... donc c'est plus large que les marchés du pneu. Mais on va, nous, sur le marché automobile au sens large, on voit les effets du stop and go. L'électrification, finalement, pénalité ou pas si les constructeurs vendent en 2025 un pourcentage, oui, non. 2035, on arrête les moteurs thermiques, oui, non. Certains jouent le jeu, certains ne le jouent pas. Certains transposent de l'européen au niveau des pays, certains freinent des 4 fers. C'est horrible. C'est la meilleure façon pour tuer l'innovation et pour attendre le contre-ordre. Voilà. Donc, le temps long pour l'innovation. Et pendant ce temps-là, il faut s'assurer qu'on a aussi une concurrence loyale. Qui respecte un petit peu les mêmes règles du jeu. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. On retient le temps long pour l'innovation, attention à ne pas réglementer n'importe comment. Et l'argument qui est revenu chez les deux Guillaume, il faut de l'argent. Le rapport Draghi, c'était quoi? Je crois que c'était 600 voire 800. Maintenant, on a rajouté les dépenses de défense. On serait à 1000 milliards par an d'ici, 1000 milliards d'euros par an d'ici à 2030. Et en face, un marché des capitaux qui reste fragmenté. On parle de relancer la titrisation. Il va falloir que vous expliquiez, Didier. On parle d'union de marché des capitaux. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Là aussi, on peut le dire, on est à la traîne comparé aux États-Unis. Oui. Alors, commençons peut-être par le label Finance Europe, parce que c'est quelque chose qui est alors oui, parlant. Petite remise à niveau. Mais ça revient, c'est-à-dire que maintenant, les produits d'épargne européens vont être labellisés avec un label Finance Europe qui aura quelques contraintes, mais qui vise à inciter les épargnants à investir du côté de l'Europe. 70% en Europe, pas de garantie en capital, peut-être un petit avantage fiscal. Peut-être, alors à décider État par État. Français, on peut le dire. Oui, enfin, il y a quand même quelque chose qui vise vraiment à être bien ciblé sur l'Europe et à faire prendre conscience, je pense, aux épargnants qu'on a besoin de leur épargne. Parce que si on a un trésor en Europe, en plus des cerveaux dont on a et puis de l'innovation, je pense, c'est notre épargne. Et là, on se distingue des États-Unis. C'est 35 000 milliards, je crois. Oui, alors, et pire que ça, c'est qu'on voit qu'on a 300 milliards qui sortent de l'Union européenne vers des marchés étrangers. Enfin, je veux dire, en termes de placement sur des actifs financiers tous les ans. Et ça, on se dit qu'il doit bien y avoir
un moyen de retenir l'épargne vers des investissements compte tenu des besoins d'investissement qui sont identifiés. Donc ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'être décidé. Il y a ensuite la réforme de la titrisation. Il s'agit on explique aussi. On a un financement. Pour les gens qui se disent qu'est-ce que c'est cette bête-là. On a un financement bancaire en Europe, puisque contrairement aux États-Unis, l'ensemble des PME finalement se financent essentiellement du côté des banques. Et les banques se trouvent finalement avec des bilans qui sont aujourd'hui très, très contraints. La façon dont ça fonctionne aux États-Unis, c'est qu'il y a une façon pour les banques de se délester du risque, de vendre le risque aux épargnants. Donc il y a ce qu'on appelle des crédits, qui peuvent être des crédits hypothécaires, des crédits automobiles, qui peuvent être titrisés. Donc le mot fait un peu peur. Parce que je vous dis subprimes. Mais voilà, quand j'entends ça, forcément. Il y a eu une crise de la titrisation il y a 2008, et rendez-vous compte que le choc a été d'une telle envergure qu'on n'est toujours pas revenu au niveau de titrisation qu'on connaissait en 2008. Alors que les États-Unis, les Américains ont continué. Il y a deux types de titrisation. La crise de 2008, c'est une crise de la titrisation complexe. En gros, personne ne comprenait rien aux actifs qui étaient titrisés. Là, je vous parle de titrisation extrêmement simple, transparente, dans laquelle vous savez exactement le risque que vous prenez. Et là, vous avez des investisseurs qui peuvent être preneurs de risques, du côté des institutionnels, mais aussi du côté des ménages, parce qu'il y a du rendement, avec la remontée des taux d'intérêt, il y a du rendement. Alors, qu'est-ce qui est vertueux dans ce phénomène? C'est que déjà, on n'aurait pas un financement qui repose uniquement sur les banques. On pourrait avoir un financement des PME qui soit davantage un financement de marché, ça c'est un premier élément. Et puis, le corollaire de ça, c'est que ça permettrait aux banques de se délester d'une partie du risque, et donc d'avoir des bilans plus légers, de contribuer davantage au financement de l'économie. Donc tout ça serait vertueux. Je pense qu'il y a un consensus de place, donc il y a une proposition maintenant qui doit passer au Parlement européen d'allègement de la réglementation de façon à relancer le marché. La Commission européenne va aller vite, elle a dit sur ce sujet. Exactement, parce que c'est un sujet qui a été au long cours, parce que ça a été développé dans le rapport Noyer, Draghi en reparlait. Enfin, c'est un sujet vraiment très très important pour le développement des marchés des capitaux en Europe, et je crois que les choses sont vraiment en train de changer au premier semestre de cette année. Alors, tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais l'écosystème, si on continue dans les réformes de ce type, eh bien l'écosystème financier peut changer avec un financement qui soit davantage un financement de marché, davantage en fonds propres pour les entreprises. Parce qu'on ne dira jamais assez, mais je pense que l'exemple que vous donniez de Michelin est assez caractéristique. Quand une entreprise a les capitaux nécessaires et qu'elle a une vraie volonté d'innover, il n'y a pas je veux dire, les cerveaux sont là, l'appétit pour innover est là, etc. La problématique, elle est davantage le financement. Donc quand une entreprise a l'accès au financement, il n'y a pas de souci. La question maintenant, c'est pour les PME, elles doivent avoir accès davantage à des fonds propres, et on est très en retard en Europe. Regardez par exemple le venture capital, ce qu'on appelle le capital risque. Et ben, le capital risque, on est incroyablement en retard en Europe vis-à-vis des États-Unis. Et donc là, il y a, je pense aussi, il faut l'avoir en tête, une appétence à la prise de risque du côté des Européens qui est bien moindre que celle qu'on connaît outre-Atlantique. Et d'une certaine façon, il va falloir que les Européens se bougent s'ils veulent exister encore dans le monde de demain, parce qu'on est dans un monde de rupture technologique où c'est les innovations de rupture, à l'horizon des 10-15 prochaines années, feront la différence entre les pôles géographiques. Alors j'aimerais réagir par rapport à... Pour les grands groupes, c'est facile, et pour les PME, il y a un problème. Parce qu'en fait, en réalité, nous, on a des challenges de transformation de l'ensemble de notre façon de faire. Je vais vous donner un exemple. On a un engagement de transformer progressivement tous les matériaux qui rentrent dans nos produits pour sortir du fossile et progressivement arriver à des matériaux soit recyclés, soit renouvelables. Renouvelable, ça veut dire que la matière entrante, elle se régénère dans l'espace-temps d'une vie humaine. Le caoutchouc naturel, on plante un arbre, au bout de 7 ans, il produit, et à 35 ans, on le coupe, on en fait des meubles et on replante un autre arbre. Ça, c'est du renouvelable, à titre d'exemple. On est à 28% de tous nos matériaux qui sont renouvelables ou recyclés, et on veut aller à 40% d'ici 5 ans, et à 100% d'ici 2050. C'est énorme comme transformation. La marche est assez haute. Ça va nécessiter la création de chaînes de valeur entières qui n'existent pas aujourd'hui, avec des écosystèmes très larges, et avec des tas d'entreprises qui sont effectivement des entreprises de taille limitée et qu'on va associer à ça. Et donc en fait, ce n'est pas deux combats séparés. Et je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut accompagner... la partie capital risque, finalement, il y a quelque chose. Mais le problème, c'est entre les séries A, séries B, jusqu'à l'IPO, jusqu'à l'entrée sur les marchés. Dans tous les cas,
il faut accompagner la totalité de cette chaîne-là, parce qu'on va devoir créer des chaînes de valeur qui n'existent pas, qui, par construction au départ, vont générer des coûts qui sont largement supérieurs aux stranded assets. Les assets échoués, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qui n'ont plus de potentiel de développement. Voilà, avec des chaînes de valeur qui ont 50 ans, qui sont amorties et qui sont issues du pétrochimique, pour la plupart. Voilà. Donc, moi, je vois une continuité dans ce challenge. Et pas une scission entre, finalement, il n'y a rien à faire sur les grands groupes et le seul souci, c'est sur les PME. Oui, je partage. Je mettais davantage l'accent sur le fait qu'on a un tissu de PME probablement insuffisant et mal financé en Europe. Et on en a besoin pour ces chaînes de demain. Et pour ces chaînes de valeur. Parce que ça rebouclera avec ce dont on parlera, mais la thématique de l'autonomie stratégique, c'est d'aller vers davantage de résilience. Ce qui exige, ce que vous avez dit, c'est la construction de chaînes de valeur pan-européennes. C'est vrai dans le secteur de la défense et pas seulement dans le secteur de la défense. Mais moi, j'ai quand même très envie d'entendre l'avis de la personne d'Euronext sur cette fragmentation du marché de capitaux, sur ces besoins de financement des entreprises. Est-ce qu'on en fait assez ? Quel regard vous portez là-dessus, vous, Guillaume ? C'est un beau sujet, c'est un long sujet, mais je vais faire court, promis. Allez, on va faire une table ronde de 3 heures, c'est pas grave. D'abord, tu le sais bien, nous, on préfère appeler ça l'union de l'épargne et de l'investissement, parce que c'est de ça dont on parle. À la rigueur, que les bourses, on en est plusieurs ou moins, ça c'est plutôt le problème des bourses. On a la chance d'avoir en Europe Euronext, qui s'en sort pas mal là-dessus. Alors, le sujet de l'épargne a été déjà bien traité. Il y a un enjeu qui est gigantesque. Oui, il faut accélérer clairement là-dessus. C'est vraiment le point faible, en fait. C'est pas tant la masse d'épargne, c'est 1000 milliards d'euros par an, c'est ce qu'on en fait. Et avec un début de prise de conscience politique qu'il faut donner un avantage aux investisseurs qui investissent en Europe par rapport aux investisseurs qui utilisent cette épargne pour faire autre chose. Parce que c'est le bien commun, en réalité. Ça recoupe ce qu'il dit un peu sur la belle finance européenne. C'est une super bonne nouvelle, effectivement, et c'est... Il faut encore que ça se concrétise, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, et la France est un bon exemple là-dessus, parce que nous, on a le PEA, le PEA-PME, l'assurance vie, les comptes titres, mais ça n'existe pas ailleurs en Europe. Nos amis allemands, ils n'ont rien. Donc, vous voyez, si on arrive à faire bouger les lignes là-dessus, l'effet il va être gigantesque et vous verrez que ça va accélérer. Parce que finalement, c'est le deuxième point du sujet, c'est la notion d'investissement. Donc, on a besoin de ressources longues parce que l'innovation, ça prend du temps. Ça a été bien évoqué. Et donc, on a besoin de pouvoir offrir aux épargnants des produits et des stratégies qui soient adaptés pour que les entreprises, elles, puissent prendre ces niveaux de risque. Et finalement, cette union des marchés de capitaux, cette union de l'épargne et de l'investissement, c'est vraiment ça la philosophie. Ça bouge. Il y a même des choses en plus qu'on rajoute. Par exemple, nous, Euronext, on a souhaité amplifier cette perception d'un marché uni, parce que c'est très important dans la compétition mondiale. Par exemple, en créant un prospectus harmonisé. Aux États-Unis, il y a 50 États, il y a un seul prospectus. En Europe, il y a 27 États, il y a 27 types de prospectus. Alors, on a un cadre commun, etc. Donc là, on a créé ce point-là parce que, en fait, vis-à-vis du monde extérieur, il faut qu'on arrive à apparaître comme une puissance unie. Il faut qu'on arrive à avoir un niveau de standardisation qui soit conforme, en fait, à leurs attentes. Et on peut même aller encore un peu plus loin dans ce domaine-là, puisqu'effectivement, il y a aussi une fragmentation réelle des activités. Et donc, du coup, l'objectif là est de rendre les systèmes interopérables ou plus consolidés, de manière à ce qu'on puisse aussi réduire le coût de l'investissement pour nos épargnants, qui reste là aussi un des maillons faibles. Mais pour le coup, ça avance à très vite. Donc j'ai tendance à regarder ce sujet-là avec beaucoup d'optimisme, mais notamment parce qu'on commence enfin à regarder le vrai levier, qui est l'orientation de l'épargne des Européens vers les entreprises européennes. Moi, ça m'évoque quelque chose, Didier, flécher l'épargne des Européens. Et après, on passera, parce qu'il y a d'autres sujets que cette fragmentation du marché de capitaux, des besoins de financement, même si c'est un sujet important. L'épargnant européen, il pourrait tenter de dire, OK, super, financer l'épargne européenne, mais ça me rapporte plus si j'achète un ETF Nasdaq. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être accepté en tant qu'épargnant européen par un réflexe de souveraineté, c'est aussi un thème qu'on abordera, de gagner un peu moins sur ses investissements? Oui, alors moi c'est ce que j'appelle le risque du rétroviseur. C'est le risque du rétroviseur. Si vous regardez dans le rétroviseur, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Et on sait que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et je pense que ça c'est important parce qu'on vit depuis le début de l'année, c'est un choc de gouvernance du côté américain. On a probablement le dollar qui est en question. Il y a une défiance. C'est-à-dire une défiance vis-à-vis du dollar, avec l'idée que le dollar n'est plus la réserve Donc, je veux dire, les épargnants européens doivent aussi se positionner sur le risque
risque de change qu'ils prennent quand ils achètent des actions américaines. Donc s'ils veulent s'abstraire du risque de change, et nous on estime que le dollar peut davantage se déprécier dans les années qui viennent, ça coûte quelque chose, et donc ça vient se rajouter, je veux dire, dans l'appréhension du risque qu'on prend quand on fait un investissement. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde les perspectives à moyen terme, il nous semble qu'il y a encore du côté de l'Europe des perspectives de rendement du capital qui sont pas si lointaines que celles du rendement du capital aux États-Unis. D'accord ? Donc, mais alors évidemment, il y a un cercle vertueux qu'il faut créer, parce que si on arrive à mettre les financements sur la table, à faire de l'innovation, à aller du côté de la technologie, alors il y a beaucoup d'entreprises européennes qui sont finalement qui ont des niveaux de valorisation qui sont très loin, qui sont pas du tout excessifs, alors qu'aux États-Unis, on est davantage en haut de. Ça veut dire que si cette épargne européenne vient se placer sur cette européenne, il peut y avoir ce mouvement de revalorisation au final. Oui, il peut y avoir un mouvement de revalorisation et une attractivité structurellement plus élevée dans la durée, je veux dire, des actifs européens. Alors, de mon point de vue, ça passera d'une façon ou d'une autre par un peu d'incitation fiscale. Hein, je veux dire, la CSA, c'est laissé à la discrétion des États européens, ce qui complique les choses, parce qu'il y a des contraintes budgétaires qui ne sont pas les mêmes État par État, mais probablement pour enclencher, j'ai envie de dire, le mouvement, il faudra peut-être quelques incitations fiscales pour achever de convaincre les épargnants qu'il y a une attractivité. Pardon, c'est juste pour compléter, parce que d'abord, je pense qu'il faut qu'on le dise ici, en tout cas moi ça me semble important, le plus grand risque pour le patrimoine de nos concitoyens, c'est de ne pas investir dans les entreprises européennes. Et à l'inverse, on voit bien aujourd'hui à Paris, 45% des actions sont détenues par les Américains. Donc à la rigueur, faites comme eux. Et en ce moment, ils sont en train de revenir. Paradoxe, alors que nous, ils sont en train de revenir massivement en Europe. Donc non, effectivement. C'est vrai ça, Guillaume, on le dit, mais il y a des flux qui se reportent depuis. Extrêmement net. Je pense que Didier aura peut-être des chiffres plus précis, mais oui, c'est extrêmement net. Et le meilleur indicateur là-dedans, c'est, vous voyez, l'évolution euro-dollar qui montre qu'il y a des sorties de capitaux aujourd'hui des États-Unis. Difficile de dire si c'est les fonds de capitaux américains qui viennent s'allouer en Europe ou des fonds européens qu'on rapatrie, mais c'est extrêmement significatif et ça s'est même amplifié depuis le Liberation Day. Bon. Puis, si je puis dire, il y a aussi un élément supplémentaire qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut bien dire aux épargnants européens qu'ils ne peuvent pas aller à la fois dire il faut financer la transition énergétique, avoir une meilleure souveraineté en matière de défense, etc., et pas aller financer. Parce qu'on ne pourra pas, et ça je crois qu'il faut être extrêmement clair en termes de pédagogie, il est impossible de financer les besoins d'investissement qu'on identifie à l'échelle européenne via les budgets nationaux. Donc il faut d'une façon ou d'une autre qu'on arrive à mobiliser l'épargne privée pour faire des investissements privés, et notamment avec une culture du côté de l'investissement action, de l'investissement long, pour financer l'innovation, parce que tout ce qui a trait à l'innovation et à la technologie, enfin, ce sont des innovations qui requièrent du temps. Donc ça, je crois qu'il y a de la pédagogie à faire. On ne peut pas à la fois être pour la transition énergétique et vouloir changer le monde, et épargner en dehors de l'Europe, puisque c'est par l'épargne des Européens qu'on arrivera à construire le monde de demain en Europe. Bon, le patriotisme économique au rendez-vous, en tout cas, on a besoin en ce moment dans ce temps un peu important de ce patriotisme économique. Mais pour innover, il faut de l'argent, il faut aussi des cerveaux. Est-ce que les cerveaux bien faits, des têtes bien pleines, bien faites, est-ce que les cerveaux, Guillaume, on les trouve en Europe ? Est-ce que les ingénieurs sont présents au rendez-vous et n'attendent que d'être embauchés pour nous proposer les innovations d'aujourd'hui et de demain ? Ouais, enfin, l'Europe est remarquable en termes de D'accord. Vous avez capacité. Eu une pause, j'ai eu peur. J'ai dit non, ils sont peut-être plus là. Si, ils sont encore là. Les capacités de recherche académique et recherche fondamentale, c'est remarquable. Si qu'on prenne le CNRS en France, l'Institut Max Planck en Allemagne ou d'autres, on a vraiment les compétences de pointe. Donc après, il s'agit de bien les mobiliser, les motiver et qu'on n'ait pas de fuite de cerveau. Ça, c'est un autre sujet. En ce moment, on a plutôt l'impression que l'Europe redevient attractive pour la stabilité qu'elle apporte à certains académiques par rapport aux États-Unis, qui étaient le drain habituel. Mais nous, chez Michelin, on a 10 laboratoires en commun avec le CNRS sur de l'innovation de rupture. Et ça, donc vraiment, on est obligé d'être en open innovation avec cette puissance de recherche pour faire émerger les innovations qui vont générer les filières de demain et les applications qui vont devenir, à terme, la norme d'un meilleur marché. Et donc, on est vraiment bien équipé. Donc, moi, je suis chez Michelin, on est très, très heureux de ça. Oui. Néanmoins, quand on regarde ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Oui. On voit que la Chine progresse vite et on n'est pas sur par rapport à votre
phrase de départ sur la Chine qui copie. En fait, non, la Chine, elle est Sur les véritablement... batteries électriques, ça y est, maintenant, ils sont elle même est en devant tout le monde. innovation, Oui, c'est y ça. compris de rupture sur beaucoup de sujets. Ouais. Et après-demain, ce sera l'Inde. Aux US, on voit plus l'apport des capitaux, justement, qui sont surabondants, plus que le vrai talent pool, qui est plus localisé, on va dire. Mais voilà, donc il ne faut surtout pas s'endormir sur le fait qu'on génère de très bons ingénieurs, de très bons chercheurs. On a bien un sujet de comment faire en sorte que ça se traduise par de l'innovation qui ne reste pas dans un bocal, qui se traduise par la structuration de filières. Concrétiser, Absolument. Il a dit quelque chose de super important, Didier Guillaume. Il a parlé de, aujourd'hui, finalement, l'Europe, espace de sécurité dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus en proie aux tensions. C'est vrai finalement, c'est un atout qu'on ne met pas tant que ça en avant, mais c'en est un quand même dans le contexte actuel. Oui, non, mais en effet, je pense que quand on parle du choc de gouvernance aux États-Unis, en parallèle, on voit une stabilité de la gouvernance et que les Européens ont à défendre un modèle de démocratie, de valeurs sociétales. Et puis même, ça, c'est davantage les règles du business quelque part. Quand on est une entreprise en Europe, stabilité, on sait à peu près, bien sûr. Donc il y a en effet, il ne faut pas rougir de notre modèle en Europe. Je pense qu'en effet, les talents sont là. Il y a un modèle qui est beaucoup plus stable en termes de gouvernance. Il y a une attractivité, y compris quand on réfléchit à la thématique défense versus ESG. En réalité, en termes de, on peut défendre que certaines valeurs de défense qui visent à maintenir les règles de démocratie dans la durée, mais elles sont absolument des prérequis pour pouvoir espérer réussir une transition ordonnée du côté de la transition énergétique. Donc ça me paraît assez intéressant d'insister sur ça. Les valeurs de l'Europe sont un attracteur assez puissant pour l'épargne mondiale. Mais ça ne suffit pas, évidemment, à attirer l'épargne, mais je pense qu'en termes pour l'écosystème global, oui, je pense que c'est quelque chose de favorable, qui, soit dit en passant, peut conduire à une meilleure internationalisation de l'euro. Parce que ce qu'on voit, c'est que l'euro avait finalement, à part dans les réserves de change mondiales, était assez faible, stable aux alentours de 20%. Et moi, je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, à commencer par 2025, on commence à voir la part de l'euro dans les réserves de change internationales monter. Ce qui montre qu'il y a... Et là, ça traduit bien ce que vous dites, c'est que du côté de certains gros investisseurs étrangers, enfin de gros investisseurs de grands fonds, banques centrales ou fonds souverains, il peut y avoir, en effet, la compréhension qu'il faudra compter avec l'Europe demain. Et ça, c'est quelque chose, en effet, très, très important à prendre en compte pour les épargnants. Il y a un terreau fertile. Est-ce que le catalyseur, Didier, ça pourrait pas être un petit peu, vous voyez, l'engrais, là, le plan de relance allemand du nouveau chancelier Friedrich Merz qui prévoit d'investir massivement, enfin, j'ai envie de dire, après des années où l'Allemagne était dans une politique d'austérité, austéritaire même, on pourrait dire. Est-ce que ça peut participer aussi de ce moment européen ? Il y a une révolution budgétaire en Allemagne. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je veux dire, il faut être conscient qu'ils vont mobiliser en fait l'endettement public pour finalement rénover leurs infrastructures et transformer leur armée en première armée d'Europe, puisque c'est ça l'objectif du nouveau chancelier. Donc il faut savoir qu'il part d'un retard d'investissement dans les infrastructures qui est énorme. Je veux dire, on estime qu'il représente plus de 15% du PIB. Donc pour rattraper leur retard en matière d'investissement dans les infrastructures, il faudra une dizaine d'années. C'est ce qu'ils vont faire avec ces 500 milliards. Et puis il y a des dépenses de défense qui vont être très importantes, puisque l'objectif, on en discute beaucoup aujourd'hui, c'est de monter les dépenses de défense à 3,5% du PIB et 5% si on regarde dans un cadre large. Eh bien là aussi, les Allemands sont les seuls en Europe à avoir les moyens de faire ça. Alors c'est très important de faire le lien avec l'innovation. Parce que d'abord, il ne s'agit pas de faire des investissements dans le secteur de la défense qui soit j'ai envie de dire, entre guillemets, sur la vieille défense. Il s'agit d'un contenu en technologie qui est particulièrement là aussi, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Bien sûr, donc un contenu technologique important. Et ce qu'on sait, c'est qu'en règle générale, les pays qui investissent dans la défense ont une meilleure maîtrise des technologies, parce qu'il leur faut mobiliser de très nombreuses technologies pour pouvoir avancer et produire, entre guillemets, les armes de demain. On l'a vu aux États-Unis, quand les programmes de défense sont arrêtés au milieu des années 80, les ingénieurs sont allés dans le secteur privé. Ce sont ces ingénieurs-là qui, dans la deuxième moitié des années 90, ont participé, je veux dire, à l'éclosion des nouvelles technologies, de l'information. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les investissements qui vont être faits en Allemagne, d'abord vont d'une façon ou d'une autre finir par percoler. Et il y a de l'infrastructure. Et les multiplicateurs, ce qu'on appelle les multiplicateurs d'infrastructure. Chaque euro dans l'infrastructure génère un impact sur l'activité économique locale qui est bien plus élevé que ce qu'on fait en matière de défense, parce qu'on importe encore beaucoup de choses. Mais ça aura un impact d'abord sur l'Allemagne. Et puis ça finira par percoler sur le reste de l'Europe. Mais il faut
faire attention, parce que je crois qu'il y a un excès d'optimisme sur quand est-ce que ça va se produire. Oui. On voit que tout J'espérais que ce soit déjà demain. il y a des blocages du côté des lenders pour la mise en œuvre. Il ne faut pas escompter les premiers fonds avant la fin de l'année 2026. J'espère. Ce qui montre que même d'un point de vue politique, il y a de l'opposition. Hein. Oui, c'est du côté des lenders. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de rigidité administrative pour mettre en place ces dépenses d'infrastructures. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les fonds commencent à être déployés avant la fin 2026, à mon avis, second semestre 2026, ce qui nous laisse quand même dans une période de haute incertitude, avec une croissance qui va être à la peine dans la plupart des pays d'Europe, y compris en Allemagne. Alors j'aimerais faire une incise sur ce point, parce que certains se disent, oui, mais la conjoncture est très mauvaise en Europe, elle risque de l'être encore en 2025 du fait des tensions commerciales, et donc ça va être un frein à l'innovation. C'est tout le contraire. Ce que montre la recherche académique, c'est d'ailleurs une expérience historique assez intéressante à regarder, c'est ce qui s'est passé juste après la Première Guerre mondiale. Juste après la Première Guerre mondiale, il y a eu un choc sur l'innovation en Europe qui a été très important, et notamment en France. Et alors, bien plus, on avait beaucoup plus de brevets et d'innovation dans les années 20 qu'on en avait avant la Première Guerre mondiale. Et ça paraît comme un paradoxe, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de chercheurs qui avaient disparu pendant la guerre. Et en réalité, ce qui est mis en avant, c'est le concept d'innovation de nécessité. C'est-à-dire quand les entreprises sont vraiment sous contrainte, qu'elles doivent vraiment trouver des façons de faire de la productivité, des solutions. Oui. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'innovation. Et non seulement d'innovation, mais qu'on commence à mettre en place des processus innovants de façon à améliorer la productivité, parce qu'on manque de main-d'œuvre, par exemple. Donc ça, je pense que dans la phase où on voit la population, la démographie qui n'est pas porteuse, ni en Allemagne, ni en France, il ne faut pas compter uniquement sur l'argent public qui va être déployé. Je pense qu'il va y avoir de l'investissement de nécessité, parce que d'une certaine façon, on est en eau basse, et on risque de le rester encore jusqu'à la mi-2026 dans la plupart des pays de la zone euro. Et ce peut être en réalité un facteur, paradoxalement, d'accélération de l'innovation. Bon, de l'innovation dans la défense, Guillaume. Quelle époque sur les 2 dernières années, on était plutôt en Europe à essayer de promouvoir l'ESG, les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Ça aussi, c'était une innovation européenne. L'Europe reste en tête de file sur ces sujets, faire une croissance plus responsable, plus vertueuse, plus éthique. L'autre, Guillaume, pourrait nous en parler. On a l'impression quand même... et puis Euronext a participé à ça avec des indices ESG, sensibilisation du public. On a le sentiment que on se retrouve de plus en plus seul. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut, un peu comme certains de nos voisins, abandonner cet enjeu qui, il n'y a pas de planète B, hein. Voilà, disons-le de façon aussi simple que ça. Il ne faut absolument pas abandonner l'ESG. C'est indispensable. D'abord parce que ça correspond en fait à notre modèle économique et à notre modèle de vie. Donc pour nous, c'est très important. Mais il faut peut-être enrichir la compréhension de ce que ça veut dire l'ESG. Et pour faire simple, c'est qu'on a rajouté, en plus de la performance économique des entreprises, des nouveaux indicateurs de performance sur des sujets extra-financiers, environnementaux, sociétaux, de gouvernance. Et la réalité, c'est que les nouveaux risques dans le monde d'aujourd'hui sont encore plus riches que ceux qu'on avait imaginés par le passé. Il faut aussi maintenant inclure le risque lié à l'énergie, à sa disponibilité et à son coût. Avec le début du le risque et le coût associé à la sécurité économique, militaire, diplomatique des Européens. Et puis évidemment, le risque de géostratégie. Et là, on revient sur cette idée très forte qui est de dire, oui, il faut continuer à maintenir l'ESG, mais il faut l'enrichir dans sa définition. Et on revient sur le même thème. Le principal enjeu aujourd'hui, c'est de donner les moyens aux Européens de pouvoir se défendre. Mais se défendre pas simplement sur des sujets militaires, mais se défendre parce qu'on va pouvoir investir dans les technologies d'avenir, parce qu'on va pouvoir investir dans des infrastructures qui nous permettent d'avoir des coûts énergétiques qui soient et renouvelables et durables et compétitifs. Et voilà, donc c'est cette notion-là. Donc oui, il faut maintenir l'ESG, mais oui, il faut le redéfinir, c'est en cours. Et peut-être que là aussi, on peut alléger un tout petit peu tout ce qu'on a demandé aux entreprises en termes de transparence associée à ces enjeux, parce que je pense qu'on est allé parfois un petit peu loin dans la vision de la responsabilité des entreprises sur les sujets de transition. Guillaume, on se souvient de l'intervention de Florent Menegaux, c'était quoi, devant la Commission des affaires économiques, je crois, au Sénat, démonstration hyper pédagogique en disant, écoutez, nous, on veut bien faire le maximum, mais regardez ce que vous nous demandez sur les planteurs d'EVA, ils sont des milliers, vous nous demandez... vous avez le sentiment que, justement, à la fois, comme le disait Guillaume, on est peut-être allé un peu loin, un peu fort, un peu vite, et puis surtout, l'autre thématique, en fait, c'est l'enjeu de la souveraineté européenne, que ça y est, ça commence un petit peu à infuser, de dire que certes,
il faut avoir cette conscience du consommateur européen, mais aussi un peu cette conscience du producteur européen, sinon ça ne peut pas marcher. Ouais. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Les intentions du régulateur, elles sont bonnes au niveau européen. Et pour parler juste un instant de cette réglementation qui devait et qui doit garantir qu'il n'y a pas de déforestation à l'origine d'un certain nombre de produits, dont le caoutchouc naturel. La façon dont il a été imaginé et décidé que cette réglementation devait s'appliquer, elle est dantesque. Effectivement, il y a eu je crois qu'il y a à peu près 10 000 postes qui ont été créés sur le long de la chaîne pour renseigner tout ce qu'il fallait renseigner, vérifier par image satellite que chacune des parcelles, etc. Mais c'est un des sujets de Michelin, c'est pas le seul. Non, absolument. Et en fait, pour nous, valeur ajoutée, zéro. En revanche, pour la filière et pour la planète et pour tout ça, oui, bien sûr, mais nous, Michelin, ça fait plus de 10 ans qu'on a pris l'engagement d'avoir zéro source de déforestation dans tout notre sourcing de caoutchouc naturel. Donc, nous, ça ne nous a pas fait progresser, ça a juste augmenté nos prix d'achat. Et le problème, c'est aussi un problème de timing. Alors, on parlait de stop and go. Ça devait être mis en place en janvier cette année. Nous, à partir de août-septembre, tout était en place. On a été quelques bons acteurs à le faire. Et finalement, en novembre, on a décidé qu'on repousse tout d'un an. Donc, voilà, bon, ça fait rigoler ceux qui n'avaient pas commencé à s'y préparer. Et la deuxième chose, c'est que quand on met en place une réglementation, là, on disait qu'elle était trop complexe, mais souvent, on la met en place pour les entreprises européennes. Et pour les autres... Et donc on les grève, on les alourdit bien comme il faut. Un petit peu. Et pour les autres, dans 3, 4, 5 ans. Et donc, si on pense innovation et le temps qu'il faut, je reviens un peu au sujet d'innovation, si on se dit on alourdit les entreprises européennes et pendant ce temps-là, les autres jouent à leur façon. Un peu ce qu'ils veulent, oui. Avec des coûts moindres. C'est un problème de compétitivité. On a déjà un problème de compétitivité. Donc on est en train de dégrader notre équation générale. Donc, voilà. Alors après, Europe producteur-consommateur. Effectivement, la priorité du législateur européen, c'était quand même d'assurer un pouvoir d'achat optimal pour le consommateur européen, oui. Progressivement, je pense que l'Europe prend conscience que le tissu industriel et sa forme, sa bonne santé sont cruciaux pour l'indépendance et la souveraineté. Ça progresse. Ça ne va pas encore, en parler d'harmonisation, ça ne va pas encore assez loin. Je vais vous donner un exemple d'un projet. En fait, il y a eu un projet d'innovation qui marche très bien. On parle de circularité, on parlait de l'environnement. Complètement en phase, il ne faut surtout pas laisser partir et se laisser submerger par le fait que tout à coup, ESG, il ne faut plus en parler. Oui. Nous, on constate, quand on rencontre les investisseurs, on constate que c'est effectivement, surtout en Europe continentale, que ça reste un sujet, mais que US, UK, c'est passé au deuxième, troisième. Pas dire aux oubliettes, mais en tout cas, ça a été dépriorisé. Ouais. Nous, ça ne va pas nous faire renoncer, parce qu'on voit toutes les puissances, et puis ça a toujours été dans nos gènes de travailler ces sujets-là. Donc on a un projet qui s'appelle Black Cycle. Il est issu d'un appel à projet européen. Il a été supporté financièrement par la Commission européenne. Et on parle de circularité des pneus. Ça mène au recyclage des pneus, où ce qui ressort du recyclage des pneus, on peut le réinjecter comme matière première. Super. Le problème, c'est qu'en termes d'uniformisation et d'homogénéité, il y a certains pays de l'Europe pour qui c'est effectivement des matières premières qu'on peut réinjecter, mais pour d'autres, ce qui sort du recyclage, c'est des déchets. Et le statut des déchets fait qu'on ne peut pas en faire quoi que ce soit pour... On est au sein de l'Europe. Simplifier tout ça. Ouais. L'harmonisation, c'est quand même un vrai sujet, quoi. Donc l'harmonisation, la synchronisation, un peu de discipline en Europe, parce que quand CSRD se déploie, la France, l'Italie transposent. L'Allemagne, d'autres non. Le plus gros industriel de l'Europe, ne transpose pas. Un petit sujet là aussi.
harmonisation, simplification. Pareil, si je trouve que ça ne va pas assez vite, je décide de nommer Didier Borowski super président de l'Europe avec des pouvoirs étendus. Alors, il se retrouve à son bureau, il ouvre ses dossiers, il se dit bon, c'est quoi mes 4 mesures là pour Je pense que parce qu'on doit repartir avec des solutions quand même de cette table. Déjà, chercher à faire davantage d'harmonisation fiscale, d'harmonisation des règles, ce qu'on appelle le level playing. C'est hyper compliqué. Là aussi, ça fait des années. Non, mais ça fait des années. Mais si un jour il y avait un président de l'Europe qui ait des moyens d'action à l'échelle européenne, c'est ça qu'il faudrait faire en priorité. Parce que c'est ce dont on souffre au premier ordre, c'est de la fragmentation. En fait, fragmentation parce que les règles ne sont pas suivies de la même façon, excès de réglementation et fragmentation à tous les niveaux. Et fragmentation également du marché des capitaux. Mais la fiscalité est aussi extrêmement fragmentée. Tout ça n'aide pas les investisseurs à se projeter dans un environnement et c'est pas efficace en fait. En définitive, c'est pas efficace. Parce qu'on parle de l'union de l'épargne et de l'investissement. Ça fait quand même, on a renommé cette union. Ça fait 10 ans qu'on en parle, les premiers ingénieurs. Donc ça fait 10 ans qu'on n'a pas suffisamment avancé, justement parce qu'il y a eu des blocages politiques. Je pense que sous la pression en fait du choc de gouvernance américain et de la contrainte qu'on connaît aujourd'hui, eh bien c'est quelque part un effet favorable qui force les Européens à se réveiller et à débloquer les verrous qui existent aujourd'hui. On commence à voir les verrous se débloquer. C'est encore un peu timide, mais on commence à voir les verrous se débloquer. Du côté de l'épargne, du côté de la réglementation. Et puis pour la compétitivité, j'aimerais reboucler avec ce qui était dit sur justement la problématique de l'énergie, du coût de l'énergie, parce que c'est ça qui est un problème en Europe. Eh bien on est très fort en innovation du côté des énergies renouvelables. On est les premiers même en termes d'innovation. Les énergies renouvelables, ça représente en même temps près de la moitié du mix énergétique, du bouquet électrique en France. Donc je pense que ça, mixé avec le nucléaire, ça peut faire en fait de l'Europe d'ici 10 ans une zone beaucoup plus autonome sur le plan souveraine sur le plan énergétique. Et il n'y aura pas d'autonomie stratégique sans souveraineté énergétique. Oui. Et l'Europe est vraiment, du fait de l'absence de ressources, vraiment dans une situation très compliquée. Donc si on veut améliorer la compétitivité, il va falloir aussi beaucoup travailler sur l'accès de la transition énergétique et du renouvelable. Et donc, tous les investissements dont on parle de la technologie de la défense ne viennent pas percuter l'agenda de la transition énergétique, ils viennent s'additionner. Et donc l'accent est d'autant plus mis sur la nécessité de mobiliser l'épargne domestique, parce que l'épargne est là. Maintenant, il suffit, en termes d'arriver à convaincre les épargnants européens de jouer la carte européenne à moyen terme. C'est pas du patriotisme, c'est dans leur propre intérêt. Oui. Parce que s'ils ne le font pas, c'est l'égoïsme vertueux. Non, mais c'est vertueux au sens où c'est eux-mêmes qui sont en danger. C'est le modèle européen qui serait en danger si on ne parvient pas à décoller de façon plus nette en matière d'innovation, d'investissement et d'améliorer les choses aussi en matière de compétitivité. Et tout ça se tient. Même question pour vous, Guillaume. Là, je vous nomme... allez, c'est un duo. Je dis, tiens, il y a un duo, Guillaume-Didier. Les mesures qu'on aimerait prendre très vite. Peut-être aussi pour mieux... propulser, pour mieux aider, parce qu'on n'a pas tellement parlé en fait de ces jeunes sociétés aussi innovantes qui sont là, qui ne demandent qu'à se développer et peut-être être justement les 7 magnifiques de demain. Oui, alors c'est 2 questions différentes, mais alors déjà peut-être sur ces sociétés d'innovation qui sont en train de grandir. Il y en a quand même beaucoup en Europe et vraiment là-dessus j'insiste, on a des pôles d'excellence dans des multiples domaines. On ne sombre pas dans la déprime, c'est bon. Ah non, il y a ce qu'il faut. Quand je sombrerai dans la déprime, ça sera un indicateur pour acheter massivement. C'est-à-dire que je serai le dernier finalement à devenir pessimiste. Plus sérieusement, effectivement, il est nécessaire de créer des passerelles entre les univers des sociétés qui ne sont pas encore cotées et celles qui sont cotées. Il disait, Guillaume, le problème des fois des trous de financement. Oui, tout à fait. Tout à fait, très juste. Trous de financement, c'est un problème, et même déjà problématique d'éducation, d'aspiration. Donc, il faut créer ces passerelles qui permettent de mélanger ces univers. D'abord parce que, on l'a dit, mais pour innover, il faut du temps. La bourse, ça offre cette indépendance stratégique, ça offre un horizon de temps dégagé aux entreprises. Pour innover, ça nécessite des financements répétés, ça nécessite d'avoir du capital patient, donc du temps long aussi là-dedans. Et donc, est-ce qu'on aurait pu imaginer que les 7 magnifiques soient devenues 7 magnifiques si elles devaient changer d'actionnaire tous les 4 ou 5 ans ? À un moment donné, être coté en bourse, c'est aussi permettre à ces entreprises de pouvoir offrir de la liquidité à leurs investisseurs, mais tout en s'offrant un horizon de temps dégagé. Et puis, il y a un point qui est très important, et je pense que ça a été souligné aussi en partie. Quand on est une entreprise innovante, jeune entreprise innovante, petite entreprise innovante, on a besoin de crédibilité, parce que l'innovation, c'est aussi embarquer un écosystème d'affaires avec soi. Et ça aussi, je pense que la crédibilité, ça fait partie aussi des vertus qu'apporte la bourse,
par ce label de qualité, par ce label de sincérité. Et donc effectivement, au sein d'Euronext, on considère que c'est notre devoir collectivement avec notre écosystème d'accompagner la réflexion de ces dirigeants. Donc on a créé des parcours d'accompagnement pour les sociétés innovantes européennes de croissance. Chaque année, on accompagne à peu près 150 à 200 de 11 pays d'Europe. C'est un programme qu'on a lancé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était 30 de 4 pays d'Europe. Donc vous voyez, ça s'accélère. Et ça concerne des sociétés de toutes les tailles. D'ailleurs, puisqu'on en parlait, dans les technologies de la défense, c'est un programme qui a été suivi par Exosens, qui maintenant est rentré dans le SBF 120. Et Explique un peu ce qu'ils font quand même, Guillaume. Est-ce que tu veux le faire? Allez. Il m'a pris au jeu. Exosens, une société qui fabrique des tubes de intensificateur de lumière pour les jumelles de vision nocturne, notamment. Notamment, tout à fait. Et c'est un des leaders mondiaux dans le domaine. Ses concurrents sont principalement américains. Et c'est une entreprise qui a une réussite incroyable et qui a beaucoup grandi et qui maintenant va avoir une pérennité, une capacité de se développer sur plein de domaines industriels, la défense et sur toute la géographie. Et c'est à ça qu'on sert. Donc oui, ça grandit bien. Donc j'inciterai en tant que nouveau président de l'Europe à tout le monde à pouvoir le faire, après ces passerelles. Et après, l'enjeu aujourd'hui, il est très clair. On a beaucoup d'avantages pour innover. Oui. On l'a mentionné. Il y en a un qu'on n'a pas forcément dit, c'est le coût de l'innovation en Europe est très compétitif. 1 euro investi dans l'innovation en Europe, ça équivaut à peu près 3 ou 4 euros investis dans l'innovation aux États-Unis. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait innover à faible coût? On a l'habitude de raisonner avec moins d'argent que dans d'autres géographies. On s'adapte là aussi. John et Brian coûtent beaucoup plus cher que les ingénieurs français. Et puis ils ne travaillent pas forcément plus d'ailleurs. On a des gens qui sont très compétents, très bien éduqués, très formés. Et puis cette notion de partenariat public-privé qui est quand même très efficace. Ça, c'est un point qui est clé. Mais donc, du coup, pour nous, aujourd'hui, le grand levier à lever, c'est le levier de l'épargne et de l'orientation de l'épargne. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Et les progrès sont trop timides dans ce domaine-là. Il va falloir accélérer, et notamment parce qu'on n'a toujours pas digéré, ou nos politiques n'ont toujours pas digéré, la crise de 2008, qui n'était pas une crise européenne c'est peut-être d'ailleurs le Sauf que le maintenant, ça va bientôt faire 20 ans, et que oui. quand on regarde ce qui s'est passé sur 20 ans, c'est à peu de choses près le décrochage économique de l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc il est peut-être temps qu'on change les règles. Et ça passera peut-être aussi par la formation et l'information, parce que je pense qu'on parle de la logique de l'offre de produits qui est là, mais je pense que les ménages sont encore insuffisamment informés et formés. Informés des enjeux et du besoin de l'Europe, de leur épargne, et formés en matière financière pour comprendre quels sont les placements qui peuvent, à terme, être vertueux et puis offrir des rendements tout à fait, par rapport au risque-prix, tout à fait satisfaisants. Donc je pense que formation et information, en termes de demande, c'est aussi important que les logiques d'offre de produits financiers. Et voilà, formation et information, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir avec cette table ronde. On espère qu'elle vous a donné plein d'idées. On a compris que les solutions passaient aussi par vous qui nous regardez ce soir. Effectivement, flécher l'argent des Européens vers l'innovation européenne. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir proposé des pistes de solutions, d'avoir débattu sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurent. Merci à tous. C'est la fin de cette table ronde et c'est également la fin de ce Bourse Live. Bien sûr, si vous n'avez pas pu tout voir, tous les replays, il y a déjà une partie des replays qui sont disponibles sur boursorama.com. Ceux d'aujourd'hui seront disponibles très très vite. Et puis Didier le disait, besoin de formation, d'information. Ça aussi, vous retrouvez beaucoup de ressources pédagogiques. Je le disais, on a une émission avec Euronext, on a une émission également qui explique beaucoup de choses sur ce qu'il faut savoir sur l'économie, sur les placements, sur boursorama.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ces 2 jours de Bourse Live. Bonne soirée et à très bientôt.